Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui ce sera le Xiaomi Mi 3 et le vrai cette fois-ci, hein, pas juste une contrefaçon dégueulasse. Alors pourquoi? Tout simplement parce que pas mal de gens, énormément de gens en fait, m'ont demandé de faire le test de ce truc là après avoir vu la contrefaçon dégueulasse que j'avais montré il y a déjà un petit moment déjà. Et donc j'ai enfin réussi à trouver un moyen de pouvoir en avoir un pas trop cher. Xiaomi Shop, qui est donc un vendeur de téléphones Xiaomi, xiaomishop.com. Alors ça peut se prononcer aussi Xiaomi, je crois. Enfin, je sais pas exactement comment ça se prononce en chinois parce que les X en chinois, c'est des pièges. Donc, qu'est-ce que je voulais dire sinon à propos de ça? Oui, voilà. Donc, ce magasin-là m'en a prêté un. Hein, je dis bien prêté un parce que bon, faut croire que c'est tellement cher ces machines-là. Pourtant, ils sont pas beaucoup plus chers non plus. Hein, c'est pas non plus à des années-lumière au-dessus du prix des téléphones que je vous montre habituellement, même si c'est quand même le double ou un truc du genre. Mais voilà quoi, c'est bizarre. Ils veulent vraiment pas les donner, hein, ceux-là. Bon après, hein, on peut les comprendre, hein, ils ont pas l'obligation de pouvoir faire ça, sauf s'ils trouvent personne pour pouvoir tester leur machine. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà un protège-écran, bon tant mieux. Donc tous les trucs qui sont là, le protège-écran ainsi que tous ces trucs-là, c'est donné par Xiaomi Shop, hein, c'est pas du tout des trucs qui sont donnés avec le téléphone habituellement, hein, notamment un flip cover ici, toc, sympathique, qui a l'air d'une qualité tout à fait raisonnable, donc tant mieux. Ensuite nous avons le protège-écran supplémentaire, nous avons cette chose-là, un chargeur un chargeur sur allume-cigare, mais qui pèse genre 3,50 g, même pas, enfin bon c'est juste ridicule. Alors ce truc là, je sais pas si c'est le même que d'habitude, celui-là qui se déboîte en deux ou je sais pas quoi. En tout cas, ouais non, c'est vraiment celui-là qui est de pas bonne qualité, donc bon ok, un adaptateur secteur qui est vraiment mauvais. Est-ce que ce truc là raye les écrans comme ceux que j'ai eu avant? Donc un petit stylet capacitif qui est donné avec. Bon a priori celui-là devra pas être un problème, même si c'est vraiment quelque chose qui doit pas coûter bezef à ajouter dans le colis. Donc ensuite, nous avons le téléphone lui-même. Donc voilà à quoi il ressemble. Alors nous avons, un trait. C'est quoi ce truc là? C'est tout simplement une étiquette qui nous explique à quel endroit on doit mettre la micro SIM et tout ça. Oh purée, il est usé ce bidule. Alors pour information, hein, si on me l'a prêté, c'est tout simplement parce que voilà, on prête ces trucs là à différents testeurs pour qu'ils puissent les tester. Et comme vous le voyez, hein, ça c'est pas des trucs que vous verrez si vous l'achetez neuf, hein, bien entendu. Ça c'est vraiment l'exemplaire de test. Alors on voit qu'il est passé entre les mains de diverses personnes les unes après les autres. C'est vraiment, sans déconner, c'est vraiment la boîte qui a vraiment pas envie de payer grand chose là-dedans, hein. Bon, après on les comprend, hein. Comme je le disais encore une fois, c'est un manque à gagner en même temps, surtout si le testeur en lui-même est tout pourri et qu'au final il fera pas faire une seule vente. Voilà, nous avons ici un petit manuel en chinois encore une fois, un petit quelque chose pour enlever le truc de la carte SIM, tant mieux. Alors je sais pas comment l'ancien testeur complètement bidon qui avait ce téléphone avant moi a réussi à bousiller le trou, vu qu'en plus il y a un outil qui est donné avec qui devrait normalement faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème à enlever cette petite fente. Mais non, a priori, je viens de me renseigner, on peut pas mettre de carte SD du tout dans cette machine. Donc bon, ça c'est l'un de ses défauts déjà. Batterie non remplaçable, pas de carte SD. Ah oui, je tiens à dire que ce truc-là est venu par DHL, mais il est venu d'Europe à Europe, donc a priori, je dis bien a priori, s'il y a encore de la batterie, oh bordel. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc a priori ça doit pas trop poser de problème, mais en tout cas encore DHL, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois, franchement, hein, c'est incroyable à quel point c'est systématique. Ces vendeurs en ligne, ils ne veulent pas l'envoyer par autre chose que DHL, hein. Enfin, je veux dire, quand ils veulent l'envoyer à un testeur, hein, alors que moi, ça m'arrange pas du tout. Donc, nous avons un câble micro USB qui est fourni de ce côté-là, et de l'autre côté, nous avons le chargeur. Donc, voilà. Oh, tiens, incroyable, le chargeur. Maintenant, je sais où Ligou a pris le modèle de chargeur en question, hein, parce que c'est littéralement le même. Bon, après, tac, un petit adaptateur pour pouvoir le mettre dans nos prises, et logiquement on doit avoir un adaptateur secteur à peu près convenable, capable de donner du 5 volts en 1 ampère, donc logiquement de quoi recharger assez rapidement sa batterie. Bon, il est parti pour recharger, hein. Alors c'est la version 64 Go que j'ai là-dedans, donc c'est pas trop un problème qu'il n'y ait pas de carte SD possible d'être ajoutée. Je sais pas pourquoi l'ancien testeur, ou alors peut-être qu'il s'est déchargé pendant le transport ou ce genre de truc, parce que ça s'est peut-être allumé pendant le transport, des fois ça arrive, surtout avec DHL. Donc allumons-le maintenant qu'il est en train de recharger. Vous avez vu qu'il y avait comme une petite LED témoin, alors peut-être que cette LED ne fonctionne
que pendant la recharge, mais il est possible aussi que ça fonctionne pour autre chose, on verra ça un peu plus tard au fur et à mesure du test. Là pour l'instant c'est la toute première impression, donc on l'allume. Voilà, c'est pas très long à allumer, à ce que je vois, hein. Je m'attendais à faire une coupure ici, mais j'en ai pas eu besoin. Donc nous avons le thème, bon voilà, hein, que tous les constructeurs chinois ont envie d'essayer de copier d'ailleurs, soit dit en passant. Et donc bon, bah comme vous pouvez le constater, c'est un téléphone très fluide. Hein. Au niveau des caractéristiques, c'est vraiment quelque chose de bien. Hein. C'est au-dessus du LG G2 en fait. Hein. C'est vraiment quelque chose de pas mal pour le prix. C'est même vraiment assez exceptionnel pour le prix. La qualité de l'écran est juste fabuleuse. Hein. C'est vraiment l'un des meilleurs écrans que vous pouvez trouver dans des téléphones de ce genre. Au niveau de, comme vous pouvez le voir, de la façon que c'est disposé sur l'écran, encore une fois, il n'y a pas de séparation entre la partie application et tout ça qui sont rangées dans un coin et le bureau en lui-même, façon iPhone en fait. Hein. Ils ont décidé de copier l'iPhone. Alors il y a beaucoup de constructeurs, encore une fois, qui ont envie de faire ça. Alors je trouve pas que ce soit particulièrement une si bonne idée que ça. Hein. C'est juste une, comment dire, c'est un choix de design comme un autre. Hein. Moi personnellement, les deux me vont. Hein. Mais bon, voilà. Bon après ça c'est un truc qui est bonne à voir, tout simplement. Donc vous pouvez voir d'ailleurs que ce téléphone-là dispose du Play Store et dispose aussi de la langue française, logiquement. Alors que le truc, c'est que ces téléphones, ils sont normalement faits seulement pour le marché chinois exclusivement. Donc le marché chinois exclusivement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire pas de français, parce qu'ils en ont rien à faire des langues autres que anglais et chinois. Donc du coup, voilà, hein, ça vous oblige en fait à installer une ROM alternative vous-même. Si vous avez envie de l'avoir avec le français préinstallé et le Google Play Store ainsi que les Google Services et compagnie préinstallés, eh bien il faut que vous achetiez sur un site dont vous savez qu'ils le font, notamment ce site-là, Xiaomi Shop en question, fait ça. Donc voilà, ça c'est déjà une bonne chose. Donc bon, ce qui est préinstallé Tiens, c'est marrant, dès qu'on ouvre l'application lampe torche, ça allume directement la lampe torche. Vous savez quoi ? C'est tellement du bon sens que, bah voilà quoi, je comprends pas pourquoi ça n'a pas été fait jusque-là. Hein, franchement, sincèrement, c'est quelque chose de tellement intelligent et simple quoi à mettre en œuvre que je me demande pourquoi personne ne l'a fait avant eux. Donc ça c'est une bonne chose. Donc vous avez vu que le multitâche a un truc de nettoyage. Bon ça c'est pour les paranos hein, parce que ça sert à rien de faire ça à chaque instant, de nettoyer toutes les tâches qu'il y avait en arrière-plan. Par contre un truc que je me demande, on va ouvrir une tâche comme ça, bon, voilà, ça laisse allumer la lampe torche, on va la réteindre, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que, hop, on va là, et comme vous le voyez là, nous avons ces trucs-là. Comment on fait pour les glisser en dehors ? Ah, comme ça, bon, bah c'est bien, ils ont pas enlevé cette fonction. Bon, par contre, on n'a pas les miniatures, c'est bête. Mais voilà, bon, en tout cas, c'est vraiment bien foutu, hein, leur truc. Ça s'appelle MIUI. C'est l'interface qu'il y a sur les téléphones Xiaomi, hein, tout simplement. Et bon, bah, comme vous avez vu, elle est plutôt pas mal. Alors, le flash est vraiment pas trop mauvais. Par contre, un truc qui m'étonne, c'est que j'ai vu plus puissant sur des téléphones beaucoup moins chers, hein, notamment, par exemple, des téléphones de chez Oppo, avaient un meilleur flash que ça. Bon, bah, tant mieux. C'est juste, voilà, comme ça. Bon, au niveau de l'optique, alors, elle ressemble de visu, comme deux gouttes d'eau, au niveau de la taille, etc., à ce qu'il y avait dans le Oppo ZP1000, donc je suppose que les photos doivent être au moins aussi bonnes. Alors déjà, un truc que je peux voir, en regardant rien que par l'écran, c'est que vraiment les photos vont être bonnes. Hein. Les photos vont vraiment être bonnes, que ce soit de près ou de loin a priori, et vraiment les couleurs sont très bien respectées. On est face à un très bon appareil photo a priori. Il faudra voir ce qu'il vaut en basse luminosité, parce que ici il y a quand même pas mal de luminosité pour filmer la vidéo. D'ailleurs c'est pour ça que vous voyez pas mal de reflets. Excusez-moi pour ça, mais nous sommes en hiver, et donc je suis obligé d'utiliser des tonnes d'éclairage. Bon bah maintenant je vais tester ce téléphone pendant une semaine et puis je vais revenir vers vous pour vous dire les éventuelles grandes qualités et défauts peut-être que l'on pourrait trouver dans un téléphone comme celui-là. Donc voilà, bah je reviens tout de suite. Et me revoilà quelque temps après devant ce magnifique monolithe noir, enfin quand il est éteint en tout cas, il est complètement invisible, c'est juste assez incroyable de la façon que ce téléphone est fait, j'adore le design. En tout cas, je m'attendais au téléphone parfait, mais malheureusement ce n'est pas le cas, hein. Contrairement à ce que pas mal de gens disaient dans les commentaires de mes vidéos, etc., où ils me disaient « Ah, teste ce téléphone, s'il te plaît, teste ce téléphone, il est génial !» Eh bien, il y a quelques petits défauts, hein. Bon, c'est pas grand-chose, hein. La majorité des défauts, surtout, sont des défauts qui viennent du firmware, et étant donné que c'est une version assez
ancienne du firmware, et donc du coup, bien entendu, il existe des mises à jour, et ces mises à jour, je vous expliquerai comment les mettre. Et il existe aussi une version de CyanogenMod pour ce téléphone, donc tous les problèmes de firmware, logiquement, ont une solution pas très compliquée pour améliorer tout simplement la situation, hein. Je viens de vous parler du firmware, mais bon, par esprit de contrariété, on va commencer tout simplement par parler du hardware. Alors, il y a quelques petits trucs à dire à propos du hardware. Déjà, on peut parler de l'écran capacitif, qui est un écran capacitif 10 points, qui est tout simplement il est tout simplement très très sensible, hein. Il y a aucun problème avec ce truc. Bon, c'est difficile de mettre 10 doigts directement sur l'écran comme ça, mais bon, en tout cas, c'est un capacitif 10 points. J'ai jamais compris à quoi ça servait de pouvoir mettre 10 doigts sur l'écran en même temps. Il y a même plus la place de regarder une image à travers. Mais en tout cas, c'est très très précis. Il n'y a pas de problème du tout à propos de cet écran. C'est vraiment, voilà quoi. C'est bon, de toute façon à 240 €, ça paraît normal. Ensuite, un deuxième truc dont je peux vous parler, c'est l'appareil photo, qui est juste assez incroyable. Alors, l'appareil photo, c'est tout simplement, vous voyez, c'est genre un appareil photo avec une très très bonne qualité, avec un autofocus parfait. Alors je sais pas si vous arriverez à voir, mais en gros là vous voyez pas la différence quand enfin bon, l'écran est très bon aussi, mais ça on va en parler un peu plus tard. Et donc il a un mode rafale, le mode rafale qui est atteignable directement par le bouton volume, et il y a aucun temps de pause entre la sauvegarde d'une photo et d'une autre. On peut vraiment faire des rafales sans aucun problème. Ça c'est vraiment un des points forts de ce téléphone, c'est son mode rafale qui est juste incroyable, et l'appareil photo qui est lui-même très 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 bon. Enfin, le capteur optique lui-même est très 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 bon, et en vidéo ça donne aussi des trucs très 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 corrects. Alors voilà une vidéo qui est faite avec la caméra frontale du téléphone, hein, celle de devant, hein, celle qui est du côté de l'écran, et comme vous le voyez, il y a très très peu de luminosité aujourd'hui, donc il y a du grain, mais comme vous pouvez le constater, c'est assez, les couleurs sont assez fidèles, etc. Ça fait pas un truc genre plongé dans la pénombre ou ce genre de truc. Franchement, ça marche plutôt pas mal pour ce que c'est, hein. Je m'attendais vraiment à bien pire que ça. Alors un truc qui est drôle, c'est l'appareil photo, hein. Vous savez, quand vous mettez en mode appareil photo, vous savez, ça fait la détection des visages, et il y a un petit quelque chose de marqué dessus, genre par exemple homme et l'âge, genre homme 25 ans ou ce genre de truc. Et ce qui est drôle, c'est que suivant l'angle où il détecte mon visage, il me donne pas le même nombre d'années, ce qui est assez bizarre. Et voici la caméra arrière, hein, sans flash, rien du tout, hein, bien entendu, encore une fois, et la qualité est pas forcément très 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 différente, hein, mais bon, en même temps, vous verrez en pleine lumière ce genre de truc, la qualité est quand même extrêmement différente. Tiens, il y a un musée, ok d'accord. Berk, une bestiole, je me bats avec les bestioles maintenant pendant les présentations de téléphone. Donc qu'est-ce que j'étais en train de dire moi sinon ? J'étais en train de parler de quoi ? J'étais en train de parler de l'appareil photo en disant qu'il était plutôt pas mal, et que oui, en condition de haute luminosité, cet appareil photo arrière est bien meilleur que l'appareil photo de devant, bien entendu, hein. Mais bon, il n'est pas non plus à des années-lumière meilleurs, hein, ce qui est assez étonnant d'ailleurs. Donc plutôt pas mal comme téléphone pour les selfies, hein. Ça ne veut pas forcément dire que celle de derrière est pas terrible, mais surtout que celle de devant est plutôt pas mal. Alors un truc amusant aussi, c'est que ce téléphone dispose du NFC, alors que le Xiaomi Mi 4, c'est-à-dire son successeur, n'en a pas. Alors ça c'est bizarre, je sais pas pourquoi il a disparu du cahier des charges, mais bon voilà, donc il a le NFC, ce qui est amusant aussi pour un téléphone pas forcément très très cher, enfin même si on le trouve aussi sur des téléphones pas très chers de grandes marques, mais en tout cas, quand ce sont pas des grandes marques, le NFC est souvent passé aux oubliettes. Faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens pour l'instant qui l'utilisent, mais bon, ça risque... Bon, non, je pense pas que ce sera un truc indispensable dans le futur non plus, hein. Donc c'est vraiment un truc où il peut être une bonne idée de faire des économies, et sur ce téléphone ils n'ont pas fait l'économie du NFC, donc pourquoi pas. Par contre, pas de 4G, alors ça c'est assez étonnant, il n'y a pas de 4G sur ce téléphone là, alors que le processeur qu'il y a là-dedans, ce qui est le Snapdragon 801, a la 4G logiquement, donc bon, il n'y a pas la 4G là-dedans, c'est assez étonnant. Le Mi 4 d'ailleurs, c'est-à-dire son successeur, n'a pas non plus la 4G, c'est un truc à savoir, enfin la 4G de chez nous en tout cas, donc ça c'est aussi un truc à savoir à l'achat de ce genre de téléphone, vous n'aurez pas la 4G. Bon, vous avez une très 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 bonne 4G H+, mais sinon vous aurez pas la 4G. Alors un truc qui m'a étonné avec ce téléphone, c'est que il est pas forcément plus réactif en utilisation normale, c'est-à-dire aller sur internet, Google Chrome, ce genre de truc. Pas beaucoup plus réactif qu'un téléphone tout simplement de chez enfin vous voyez un truc genre Asopo ZP1000 ou ce genre de truc utilisant un processeur Mediatek MT6592 quoi, un MTK 6592, et donc ça c'est assez amusant. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais à un truc qui soit beaucoup plus réactif, mais en fin de compte c'est exactement la même le même genre d'expérience utilisateur que vous pouvez avoir entre ce téléphone là et donc n'importe quel téléphone utilisant un MTK 6592.
9592. C'est assez étonnant, mais bon, pourquoi pas. En même temps, faut dire que je voyais pas trop comment on pouvait faire mieux que le 6592, étant donné que c'est juste réactif au doigt à l'œil déjà avec ce genre de machine. Donc bon, voilà. Sinon, en jeu, ça explose tout par contre. On sent vraiment que le Snapdragon 801, il a vraiment un énorme GPU, et ça se voit dans les jeux 3D, quoi. Quand vous utilisez des jeux genre, je sais pas, Real Racing 3 ou ce genre de truc, y a pas un P de lag, quoi, c'est parfaitement fluide, même avec les jeux que j'ai toujours vu ramer sur Android, quelle que soit la machine, là, il y a absolument aucun problème avec ça. Les performances de ce téléphone sont comparables notamment à un Xperia Z2, ce genre de truc. Enfin, c'est vraiment au niveau des très hauts de gamme, etc. Enfin, les très hauts de gamme qui vont bientôt avoir des meilleurs processeurs que le Snapdragon 801, mais pour le prix, vous avez quand même un téléphone génial, quoi. Comme je disais, 240 € à peu près, vous avez vraiment là, plus ou moins, le téléphone avec les meilleures performances que vous pouvez trouver actuellement. Bon, bien entendu, ça va bientôt se faire rattraper, mais c'est toujours comme ça. Mais voilà, au moins, ça, c'est vraiment un téléphone qui sera pas dépassé rapidement, ça c'est clair. Par contre, un truc par rapport aux performances, c'est que ce téléphone il chauffe beaucoup, mais vraiment beaucoup plus qu'un 6592 ou ce genre de truc. Vraiment, on sent à cet endroit-là que nous avons vraiment une chaleur dégagée qui est assez impressionnante, hein, pour un téléphone. Sincèrement, bon, c'est pas non plus à vous bouillir les doigts, mais sincèrement, je m'attendais pas du tout à ce genre de choses, quoi. Sincèrement, je m'attendais plus à quelque chose, vous savez, où il y aurait une répartition de la chaleur un petit peu plus homogène ou ce genre de truc. Non, vraiment le truc est très concentré, quoi. Il y a vraiment une chaleur assez forte quand vous jouez longtemps à des jeux assez exigeants, quoi. Alors parlons de l'écran un petit peu. Alors c'est un écran 1080p donc, mais il a quelques petits défauts à propos de ça. Vous voyez, peut-être ça se voit pas forcément très bien, mais c'est vraiment dans le noir total quand vous êtes en train de regarder l'écran. Vous voyez que dès que vous baissez un petit peu l'angle de vue, bah, vous avez une fuite de lumière, c'est-à-dire qu'en fin de compte la luminosité baisse tout simplement quand vous regardez pas le truc totalement en face. Et ça c'est un truc que je trouve assez étonnant pour un téléphone avec un 1080p pas très cher forcément, mais en tout cas avec du 1080p, je m'attendais pas à voir ce genre de truc. En fait, dans le noir, ça fait comme si vous avez une petite ombre ou un reflet qui se fait dans l'écran quand vous le penchez légèrement. C'est très très bizarre à voir. Bon, c'est pas du tout désagréable et l'écran est de très 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 bonne qualité. Mais bon, voilà quoi. J'ai vu des 720p qui étaient meilleurs. D'ailleurs, la différence sur 5 pouces entre un 720p et un 1080p n'est pas forcément flagrante. Hein. Franchement, moi personnellement, je vois pas vraiment de différence à distance agréable du regard, quoi. Collé aux yeux, genre à 10 cm de l'écran. Bon, là, vous verrez peut-être les pixels sur un 720p, mais franchement, à l'utilisation normale, je vois pas de différence entre les deux. D'ailleurs, comme je le disais, j'aurais préféré un 720p avec un meilleur angle de vision, enfin, sans ce petit problème de fuite de lumière, qu'un 1080p avec ce petit problème, quoi. Sinon, le dernier petit problème hardware que j'ai vu avec ce téléphone, c'est le placement du haut-parleur que je trouve juste purement et simplement débile. Alors certes, c'est comme ça que c'est fait sur les iPhones, mais c'est pas parce que c'est fait comme ça sur les iPhones, enfin pas exactement de la même façon, mais c'est pas parce que c'est fait comme ça sur les iPhones, haut-parleur en bas, etc., que ça veut dire que c'est une bonne idée, quoi. Quand on joue, par exemple, à un jeu, bah qu'est-ce qu'on fait? On tient le téléphone comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait? Bah on bouche le haut-parleur. C'est complètement débile. C'est complètement ridicule. Franchement, personnellement, j'aurais préféré que le haut-parleur soit derrière, ou alors encore mieux, mais ça on voit pas beaucoup de téléphones comme ça, les haut-parleurs directement devant, sur les bordures hautes et basses de l'écran, quoi, tout simplement. C'est vraiment difficile de vous montrer ce téléphone, vous savez, vous montrer exactement où se trouve la délimitation de l'écran et ce genre de truc, parce que il est vraiment noir quand on le regarde comme ça. Il y a très très peu de différence entre, il faut vraiment trouver un bon reflet comme il faut pour voir la délimitation de l'écran du reste du truc quand il est éteint. Ça c'est vraiment un truc que je trouve sympa avec cet écran. Sinon, bon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le son du haut-parleur est peut-être un petit peu faible et un peu grésillant quand il est à son maximum. Bon, c'est pas non plus gravissime, mais c'est vrai que c'est des petits problèmes auxquels je m'étais pas du tout attendu, quoi, tout simplement. Alors, l'autonomie, sinon. Alors, au niveau de l'autonomie, c'est 5-6 heures en normal, plutôt 5 que 6 heures. Pour ce qui est de l'utilisation en jeu, c'est donc 3, 4, 5 heures si vraiment le jeu est pas très exigeant. Bon, bah voilà, ça c'est les autonomies qu'il y a là-dedans. Bon, après, comme c'est pas un téléphone neuf, je peux pas vraiment vous dire si ce sont les autonomies neuves. Mais en tout cas, voilà, bon, c'est les autonomies que j'ai pu constater sur ce téléphone-là. Alors bon, si on n'avait pas fait trop les radins et qu'on avait passé un modèle neuf, peut-être que j'aurais pu vous en dire un peu plus. Mais en tout cas, voilà, bon, au moins, on sait ce que peut donner ce téléphone une fois pas mal usé.
Oh, je viens de recevoir quelque chose. Alors il y a une lettre de notification, il y a l'OTG, enfin bon bref, il est tout équipé, vraiment ça c'est un bon point aussi. Sinon, pour continuer dans l'autonomie, en veille, le truc a une autonomie incroyable, hein. Vraiment, je sais pas combien de temps ça peut durer. Je crois que si vous utilisez vraiment pas beaucoup votre téléphone, genre vous l'utilisez comme un feature phone autrefois, c'est-à-dire en gros sans vraiment l'allumer souvent, sauf quand on vous fait un appel ou qu'on vous envoie un SMS, je crois que vous en avez pour 3-4 jours, hein. Ce qui est vraiment pas mal pour un truc aussi puissant que ça. Bon, tous ces petits problèmes sont vraiment de l'ordre du détail, hein, sincèrement. Mais là, on va passer à la partie logicielle. Alors, comme je vous l'ai dit encore une fois, c'est vraiment complètement anecdotique, étant donné qu'on peut mettre à jour le firmware. Mais voilà quoi, le firmware ne peut pas se mettre à jour automatiquement en OTA, et ça c'est le premier problème. Ce qui veut dire qu'en gros, vous ne pouvez pas utiliser tout simplement le téléphone en Wi-Fi, etc. Vous allez dans à propos du téléphone, etc. Et hop, ça relève les mises à jour, etc. Vous voyez, vous avez mis à jour du système ici, et hop, ça fait la vérification et ça vous installe la nouvelle version. Non, c'est pas possible avec la version internationale du firmware. Et ça c'est vraiment l'un des problèmes que vous pouvez voir avec ce téléphone-là. Et donc du coup, c'est un problème parce que nous sommes sur une vieille ROM qui utilise Android 4.3 encore, alors que la nouvelle utilise Android 4.4. Et franchement, cette ROM aurait pu être plus optimisée. Déjà, il y a un truc, c'est que sur les 2 Go de RAM qu'il y a là-dedans, eh bien, il y a qu'un seul Go de RAM de libre. Alors, ça fait pas beaucoup pour un truc avec 2 Go de RAM, étant donné que certains Mediatek avec 1 Go de RAM arrivent à avoir 700 MO de libre. Ce qui, comme vous pouvez le constater, est quand même très proche de 1 Go de libre. Donc, bon, voilà, quoi, et ce pour le double de RAM. Donc, vraiment, la surcouche est assez lourde là-dedans. Et la surcouche n'est pas irréprochable non plus dans la version qui est là-dedans, hein. Sincèrement, j'espère que les mises à jour améliorent ça, et CyanogenMod de toute façon permettrait de virer tout ça et de faire en sorte d'avoir quelque chose de beaucoup plus brut, etc. sans bug. Mais sinon il y a vraiment des bugs assez spéciaux là-dedans, notamment le correcteur d'orthographe qui est magique. Nous allons voir ça tout de suite. Alors voilà, c'est parti pour écrire un mail. Alors on va écrire un mot qui n'existe pas, je sais pas... Voilà, un mot qui n'existe pas, je vais essayer de... Voilà. Alors, vous voyez un petit peu le truc, il est souligné, le mot. Alors bon, jusque-là, ça fait comme ça en Android normal. Vous cliquez dessus. Là, vous cliquez sur la correction. Et qu'est-ce qui se passe? Ah bah merde, ça le fait pas sur ce programme-là. Enfin, en tout cas, sur certains programmes, comme le truc des SMS, qui est assez embarrassant, et aussi le programme, lequel c'était déjà, le truc de YouTube pour répondre aux commentaires. Cliquons sur un commentaire au hasard, pouf, je vais taper un petit quelque chose, donc... tac, je tape un mot qui n'existe pas, donc je clique dessus, je clique, et là pourquoi ça plante pas? Il doit falloir faire en sorte qu'il faut taper plusieurs mots ou un truc comme ça. Mais en tout cas, si vous tapez tout votre texte, puis ensuite que vous cliquez sur les trucs pour que ça corrige, eh bien ça fait cracher l'application directement et vous êtes obligé de tout retaper parce que ça ne sauvegarde pas le brouillon ou ce genre de truc. C'est extrêmement relou quand ça arrive et ça arrive vraiment très souvent. C'est vraiment dommage que je peux pas vous le montrer directement comme ça parce que visiblement ça fait partie de ces fameux bugs qui sont assez capricieux et qui demandent des circonstances qui sont certes très courantes mais qu'il faut réussir à reproduire avec exactitude pour que ça arrive, mais croyez-moi, ça arrive vraiment très fréquemment, c'est extrêmement relou. Sinon, un autre bug que j'ai pu remarquer, c'est avec Asphalt 6.8, oui c'est 8, donc le programme que j'utilise parfois pour voir ce que ça peut donner au niveau des performances, eh bien vous allez voir qu'il y a un petit quelque chose amusant, c'est que bon, on laisse charger le jeu, et une fois le jeu chargé, vous voyez ici, il y a le petit bouton préférence, je clique sur le bouton préférence, et là encore une fois, pour être... Non, ça l'a fait. Je sais pas pourquoi ça a marché une fois et là ça, vous voyez, si de temps en temps vous appuyez sur préférence et hop ça fait planter le jeu. Un truc que j'avais juste jamais vu, hein, pour information avec ce jeu-là ni avec quoi que ce soit d'autre comme jeu d'ailleurs, hein, soit dit en passant. Et dans le genre dernier bug qui reste là-dedans, eh bien, il y a eu un petit bug aussi à propos de K9 Mail, vous savez, le truc que j'utilise pour relever les emails. Eh bien, de temps en temps, on sait pas trop pourquoi, eh bien, le truc s'amuse à ne pas relever les emails automatiquement. On sait pas pourquoi, hein. Je sais pas trop ce que c'est que ce bug qu'il y a dans cette ROM, mais voilà, quoi, c'est vraiment un petit bug assez fâcheux et qui, sincèrement, mériterait de ne pas du tout être là, quoi. C'est le genre de truc, bon, certes, c'est pas forcément facile à trouver au bêta test, mais sincèrement voilà quoi, c'est le genre de bug qui devrait pas être là. Bon, bien sûr, je suis sûr que la ROM mise à jour n'a pas tous ces bugs là, hein, et c'est pas très difficile à mettre à jour, et je vous ferai une vidéo pour vous expliquer comment on fait ça. Malgré tout, voilà, si vous êtes vraiment débutant, etc., que vous avez pas du tout envie de vouloir le mettre à jour, etc., eh bien partir sur un téléphone avec un Android non surcouché, genre par exemple des téléphones que je vous ai montré précédemment, Cubot X6, Axio Neon N2Q, ce genre de truc.
eh bien, sincèrement, il y a beaucoup plus de fiabilité quoi au niveau du firmware, et il n'y a pas besoin de le mettre à jour pour que ce soit fiable. C'est fiable d'origine, et il n'y a même pas besoin des mises à jour d'Android pour avoir un bon système, quoi. Voilà, c'est pas comme certains téléphones constructeurs, même les grandes marques, etc., où on est obligé d'attendre des mises à jour parce qu'à chaque fois qu'ils sortent une nouvelle mise à jour, ça apporte leur nouveau lot de bugs, etc. Donc c'est super chiant. Enfin bon, voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment les petits problèmes qu'il y a sur ce téléphone. Donc je pense que j'ai vraiment fait le tour de ce téléphone. Sinon, franchement, c'est vraiment un excellent téléphone, hein. Franchement le hardware est excellent pour le prix, vraiment excellent pour le prix. Au niveau du firmware, les problèmes logiquement disparaissent avec une mise à jour, et vous aurez une prochaine vidéo pour vous confirmer ou vous infirmer ça, mais étant donné qu'il y a CyanogenMod disponible sur ce téléphone, eh bien de toute façon les problèmes de firmware sont vraiment anecdotiques, et sincèrement c'est vraiment un très très bon téléphone, et j'ai même envie de dire qu'il est meilleur que le Xiaomi Mi 4 qui n'apporte pratiquement rien de neuf, à part un appareil photo et un écran un petit peu meilleur, ce qui est vraiment pas particulièrement, enfin je veux dire l'appareil photo est déjà très bon, et l'écran est vraiment déjà très très bon dans ce téléphone, donc sincèrement je vois pas du tout le truc. D'ailleurs il y a même des petites fonctions en moins dans le Mi 4, c'est vraiment très bizarre, genre le NFC qui a disparu, on ne sait pas trop pourquoi, je vois pas très bien l'intérieur. Il y a 3 Go de RAM dans le Mi 4 aussi, mais sincèrement, quand le firmware est bien foutu, là il est pas forcément mal foutu, même s'il pourrait être mieux, eh bien avoir 3 Go de RAM avec un tel processeur, c'est pas forcément non plus indispensable, hein. Donc voilà, j'ai plus rien de spécial à vous dire dans cette vidéo, et je vous dis salut à tous, et à la prochaine!